Voilà, j'ai fait un petit jeu de mots en français qui se traduit sûrement mal en anglais, mais en français on dit que le travail c'est la santé, mais pour les sociologues on dit que le travail fait la société. Chaque société en fait est caractérisée par la manière dont le travail est organisé, la manière dont le travail est divisé. Une société agricole n'est pas une société industrielle, et les rapports entre les individus, ce qu'on appelle le lien social, les liens de solidarité, les liens d'entraide, la manière dont les gens se rencontrent, se marient, sont très différents d'une société à l'autre, et c'est la manière dont le travail est structuré qui organise ces rapports sociaux. Donc quand une société découvre de nouvelles formes de travail, comme l'industrialisation par exemple, lorsque les usines arrivent en Europe, cela va complètement transformer le mode de vie des gens et leurs relations, surtout les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Alors, les grands changements, on le sait, sont ce qu'on a appelé le marché de l'économie, le capitalisme, le néolibéralisme. On sait qu'une société capitaliste n'a pas les mêmes rapports de solidarité que dans les sociétés, par exemple, qu'on a appelées socialistes, pour le meilleur et pour le pire, hein. Alors, au Québec, par exemple, le Québec se distingue du reste du Canada parce que la façon dont le travail est organisé est relativement différente du reste du Canada. Ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, occupent une place beaucoup plus grande que en Alberta, par exemple. Et pourquoi ou qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les deux vont de pair, c'est que au Québec, l'économie est tournée vers la construction d'un projet national qui va être pour certains la souveraineté, mais qui pour d'autres est simplement créer une identité nationale. Donc le fait qu'on travaille en coopérative est aussi un enjeu de société. Alors en fait, ces organisations la manière dont le travail est organisé, c'est à travers trois types d'entreprises, hein, puisque le travail, c'est à travers les entreprises qu'on le crée. Il y a ce qu'on appelle les entreprises publiques. Les entreprises publiques, c'est en fait ce qui appartient à l'État ou ce qui pourrait être les gouvernements régionaux. Les conseils de bande, c'est une forme de gouvernement, évidemment, et les gouvernements territoriaux, les municipalités, et dans certains pays, l'État gère une grande partie de l'économie, produit énormément de biens et de services. L'objectif, c'est de produire des biens et services pour le bénéfice de tout le monde. Et c'est tout le monde qui prend le risque, d'où d'ailleurs le fait que certains États soient très endettés. Mais l'État ne produit pas que des soins médicaux, que de l'éducation. D'ailleurs, il y a des sociétés où on considère que les soins médicaux, c'est une business comme une autre et que ça doit être privatisé, soit en intégralité, soit partiellement, que l'éducation doit être privée. Évidemment, quand l'éducation est privée, quand la médecine est privée, elle n'est pas faite pour la même raison que dans les sociétés où l'objectif est d'amener le plus de gens possible à obtenir un diplôme. C'est la deuxième entreprise, l'entreprise privée, dont l'objectif est avant tout de faire du profit pour ceux qui l'ont créée. Alors je dis aussi qu'elle tente, l'entreprise privée, d'externaliser ses coûts. C'est-à-dire l'objectif étant en fait de dépenser le moins d'argent possible. Donc on va soit demander à l'État de nous subventionner quand on a des déficits, comme l'industrie automobile récemment, ou alors on va exporter la production des biens à l'étranger, comme l'industrie automobile toujours, de manière à avoir moins de coûts dans le pays dans lequel on vend ces automobiles. C'est le grand malheur, c'est-à-dire qu'on va sacrifier les travailleurs qui ont permis de monter cette entreprise au nom du profit. La troisième forme d'entreprise, c'est les coopératives que vous connaissez bien. Ce qui est important de se dire, c'est que la coopérative est créée pour produire des services pour les membres qui l'ont créée. C'est théoriquement, contrairement à l'entreprise publique, ce n'est pas toute la société qui est impliquée, ce n'est pas toute la société qui profite des bénéfices. Cela dit, dans bien des cas, les coopératives ont aussi, un peu comme l'État, se donne aussi ce mandat d'aider tout le monde, même ceux qui ne sont pas membres de la coopérative. C'est ce qu'on voit souvent dans les régions un peu qu'on appelle isolées, puisque souvent les gens vont se mettre ensemble, créer une coopérative pour offrir des services qu'on ne peut plus offrir. Les magasins disparaissent, le bureau de poste ferme, et les gens se mettent ensemble pour créer un centre multi-activités où tout le monde pourra en profiter, même ceux qui ne sont pas membres de la coopérative. C'est exactement ce qui s'est passé chez les Inuits, où en fait les coopératives ont été créées par des gens, mais en fait c'est la collectivité, toute la communauté qui bénéficie de cette activité de la coopérative. Je voudrais juste parler du cycle de la coopérative. C'est quelque chose d'important pour les gens qui les étudient, c'est qu'il y a 3 étapes dans une coopérative. Son initiation, le moment où les gens se disent
bien, faudrait qu'on se prenne en main, qu'on fasse quelque chose, parce que ça va mal. Et le ça va mal, c'est souvent parce que dans une région, on est en situation de monopole d'une entreprise privée qui fait que finalement les gens sont exploités par cette entreprise privée. C'était le cas dans le Nord, où les Inuits étaient, et d'autres Premières Nations étaient exploités par la Compagnie de la baie d'Hudson qui tirait le maximum de ce qu'ils pouvaient tirer des Inuits. Donc c'était une exploitation, et face à ce monopole, les gens se sont dit il faut se prendre en main. La deuxième raison, c'est aussi lorsque l'État refuse de fournir des services. Parce que c'est trop loin, ça coûte trop cher. On a souvent ça dans les communautés des Premières Nations où des services de base n'existent pas parce que c'est pas, le nombre ne le permet pas, selon la formule consacrée. On a la même chose pour les communautés francophones. Donc lorsque l'État n'offre pas des services, c'est aussi le bureau de poste qui ferme dans un petit village, l'école qui ferme, et les gens décident de créer leur coopérative. Alors au début, quand le besoin est là, les gens travaillent, ça avance vite. Plus le besoin est important, plus les gens sont motivés, plus ça avance, plus ça devient prospère. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on a atteint son but, il y a une sorte de perte d'enthousiasme. Et là, c'est important, parce que qu'est-ce qui va se passer quand l'enthousiasme se diminue? Il y a deux options. La première qu'on appelle l'institutionnalisation. L'institutionnalisation, c'est-à-dire que cette coopérative va devenir une institution quasiment au même titre qu'un programme du gouvernement. Elle va obtenir un financement récurrent. Elle va même peut-être devenir une organisation reconnue par l'État qui aura un rôle spécifique, comme par exemple les universités à une époque étaient l'équivalent de coopératives, et les gens finalement, comme ont réussi à obtenir des statuts, la Fédération des caisses Desjardins est une institution maintenant. Je vous rappelle que c'est finalement la 5e plus grosse banque en Amérique du Nord. Donc c'est pas rien, c'est plus une simple petite coopérative. Le grand-père de ma femme a parti la coopérative de son village et c'était dans la cuisine. Et donc l'argent de la coopérative était caché sous les matelas. Maintenant c'est fini, c'est énorme. Donc c'est l'institutionnalisation. Il peut aussi y avoir le déclin des coopératives périclites. Par contre, c'est quand même important de se le dire, c'est que on le dit aux jeunes qui veulent partir en affaires, il faut faire faillite plusieurs fois avant de faire fortune. C'est un peu décourageant. Ce n'est pas le cas des coopératives. La plupart des coopératives ne font pas faillite. Enfin, ce serait difficile souvent parce qu'elles n'ont pas de capital, de risque. Mais les coopératives ferment, sauf qu'elles ferment 20 fois moins que les entreprises privées. Donc, si vous partez une coopérative, vos chances de succès sont 20 fois plus grandes que si vous partez une entreprise à titre personnel. Alors, j'ai les questions des coopératives des Premières Nations au Canada sont extrêmement intéressantes pour les sociologues parce qu'elles sont exemplaires, elles marchent mieux qu'ailleurs. Il y a un souci coopératif beaucoup plus important parmi les communautés des Premières Nations que dans le reste du Canada, 4 fois plus. Au Canada, il y a 133 coopératives, ce qui est beaucoup si on pense qu'il y a 500 Premières Nations. Ça veut dire qu'une Première Nation sur 4 a une coopérative. C'est un instrument d'émancipation. L'exemple que je traiterai tout à l'heure, les coopératives inuites, en est la preuve. C'est aussi un maintien, une capacité de maintenir une certaine forme de rapports sociaux, comme je le disais au début, le partage. Malgré tout, il faut se dire aussi en ce moment que les autochtones, surtout les jeunes autochtones, sont surprenants parce qu'en fait, ils créent beaucoup plus d'entreprises que les autres Canadiens. Que le secteur de l'entreprise privée grossit 8 fois plus chez les Premières Nations qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un taux de croissance, finalement, si on voulait utiliser des termes économiques que j'aime pas nécessairement, mais le taux de croissance est supérieur à celui de la Chine en ce moment. Donc là, si j'étais un homme d'affaires, j'investirais dans les Premières Nations parce que c'est là qu'est la croissance en ce moment au Canada. Alors, cette question que l'on se pose, évidemment, si il y a de plus en plus d'hommes et de femmes d'affaires dans les Premières Nations, qu'est-ce qui va se passer des coopératives? Est-ce que les coopératives sont arrivées à la fin de leur cycle et vont céder la place à l'entreprise privée? Ou est-ce qu'elles vont s'institutionnaliser? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, et bien sûr, si on passe d'une entreprise coopérative, une société où les coopératives étaient extrêmement importantes, à une société où c'est l'entrepreneuriat privé qui va créer des emplois, est-ce que ça va changer le rapport entre les gens? Vous comprenez bien que dans les coopératives,
L'objectif, c'est de donner de l'emploi à tout le monde, c'est pas de faire des profits. Est-ce que les entrepreneurs privés vont se mettre à devenir des capitalistes enragés qui vont vouloir faire du profit à tout prix? L'étude qu'on a fait, on l'a fait à la demande, je l'ai fait avec une étudiante qui s'appelle Dominique Marcheseau, à la demande de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, qui se pose la question, comment faire pour continuer à ce que les jeunes partent en coopérative, si vous voulez, ou que les jeunes continuent à s'impliquer dans les coopératives. Ça ne veut pas dire que la Fédération est contre l'entrepreneuriat privé, j'en parlerai plus tard. Au contraire. Alors, un petit rappel des coopératives du Nunavik, puisque c'est un exemple connu, mais rappelons quand même que l'idée initiale est venue du gouvernement fédéral qui voulait introduire c'est important parce qu'on en verra après, voulait introduire finalement les Inuits à l'économie moderne. Et on s'était dit, bien, ils ne sont pas mûrs pour faire des entreprises privées, donc on va les aider à faire des coopératives. Mais l'idée, c'était de faire des coopératives comme un élément de transition entre l'économie fondée sur la traite des fourrures ou sur la chasse et les faire rentrer dans le système moderne. Ça n'a pas vraiment marché parce que les coopératives n'ont pas servi de transition vers une économie de marché, une économie capitaliste. Les Inuits ne se sont pas mis tout d'un coup à devenir des exportateurs de fourrure à titre personnel. Ils n'ont pas mis à vendre leurs sculptures sur les marchés globaux. Ils ont au contraire créé des coopératives, consolidé ces coopératives, et les coopératives sont devenues un terreau du mouvement on pourrait dire souverainiste inuit. C'est les coopérateurs, c'est dans les réunions de coopérateurs qu'on a commencé à parler, notamment au Nunavik, de créer un gouvernement régional. Donc au lieu d'être un terreau pour l'individualisme, c'est devenu un terreau pour le développement identitaire, collectif, la prise en charge des individus, l'émancipation face à la dépendance et à la colonisation. C'est un peu, mais à une échelle beaucoup plus grande, ce que les coopératives Desjardins ont fait au Québec. Évidemment, ça maintient des rapports au sein des communautés qui sont très différents des rapports dans les communautés où c'est l'usine de pâte et papier qui crée tous les emplois. Quand dans un village, c'est la coopérative qui crée les emplois, on n'a pas le même rapport entre les individus, on n'a pas du tout la même vision du monde.